Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui autour d'une vidéo consacrée aux commentaires rapides des sujets du bac philo technologique. Merci à Emma de m'avoir demandé de les commenter. C'est vrai, comme j'ai une majorité d'élèves de terminale qui sont en filière générale, c'est vrai que j'avais laissé un peu de côté les sujets du bac technologique. C'est parti, nous allons les commenter. Comme vous allez le voir, ce sont de très beaux sujets, même si leur formulation était parfois peut-être un peu difficile à percer. Petite parenthèse, ce que j'adore avec la philosophie, c'est que les sujets sont en général toujours passionnants. Ça ne veut pas dire que c'est simple, ça ne veut pas dire que c'est accessible, et je crois qu'ils sont au cœur des préoccupations que nous devons avoir en tant qu'être humain ou en tant que citoyen. Je rappelle qu'il ne s'agit nullement ici de présenter un corrigé, mais juste quelques pistes problématiques. Premier sujet, être libre, est-ce n'obéir à personne? C'est un superbe sujet. Il y a une tension évidente entre le fait d'être libre, de se sentir libre, et le fait d'obéir. La question est de savoir si cette tension est une contradiction, c'est-à-dire si vraiment l'existence de un implique la négation de l'autre. Le contresens revenait ici à comprendre le fait de n'obéir à personne comme le fait de n'obéir à aucune règle. Ce n'est pas la même chose. On peut tout à fait n'obéir à personne en obéissant à certaines règles. Le terme d'obéissance pouvait être distingué du terme de soumission. Dans l'obéissance, je reconnais l'autre potentiellement comme étant une autorité. Dans la soumission, au contraire, je peux reconnaître l'autre comme ne disposant que d'un pouvoir sur moi, coercitif, contraignant, et à ce titre, effectivement, la soumission est le contraire de la liberté, alors que l'obéissance peut peut-être en être la condition. Je vais donner quelques exemples. Je ne crois pas qu'il y ait une seule personne qui n'obéisse à personne. Je m'explique. Lorsque nous sommes malades, eh bien, nous sommes tentés d'aller voir un médecin, quelqu'un de compétent pour nous guérir. Et nous allons obéir à ses recommandations. C'est-à-dire que nous allons les suivre volontairement de notre plein gré. Ce qui revient peut-être à définir la liberté comme c'est ce que proposait Rousseau, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite, de manière à éviter l'arbitraire de ses caprices et un mode de vie déréglé, qui nous conduit à regretter d'ailleurs, après coup peut-être, les décisions que nous avons prises. D'autre part, on peut comprendre la liberté comme augmentation de notre puissance, augmentation de notre capacité à agir en fonction de notre intelligence, de notre raison. Or, comme nous ne sommes pas omniscients, peut-être la liberté passe-t-elle par la connaissance, le savoir et l'écoute du savoir que les autres possèdent. C'était une seule manière possible d'explorer le sujet. Ce n'est évidemment pas la seule. Si vous n'avez pas fait ça, cela ne veut pas dire que vous avez raté l'épreuve. Mais je vous présente ici un parcours possible. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, et en route directement pour l'exploration du deuxième sujet. Alors, ce deuxième sujet était vraiment très intéressant, même si la formulation était un peu complexe. Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens? Alors ici, le terme qui n'y paraît pas, le terme important, c'est tous les moyens. C'est-à-dire, est-ce que tous les moyens peuvent être mis en œuvre pour défendre ses droits? La question, le problème véritable, à mon avis, consistait à déterminer si il est juste de les défendre par tous les moyens, y compris les moyens illégaux, mais ce n'était pas encore là peut-être le cœur du sujet, à mon sens, mais par des moyens illégitimes, c'est-à-dire par des moyens immoraux. Je renvoie à la distinction que j'ai proposée entre légal et légitime. Je vais problématiser en ciblant en fait mon propos sur la question de la violence. La violence est un moyen illégal, on est d'accord, mais également illégitime sur le plan moral. Et là, les désaccords peut-être commencent. Est-ce que la violence peut, à un moment ou à un autre, être légitime, juste pour défendre ses droits? Peut-on défendre ses droits? Et j'élargirais, peut-on défendre la justice, une cause juste, une cause noble, par n'importe quel moyen? Ici, une manière de problématiser consiste à articuler la question des moyens à celle des fins. Est-ce que la fin, la finalité, c'est-à-dire ici la justice, autorise tous les moyens, y compris les plus radicaux, y compris les plus violents, et pourquoi pas la torture, par exemple? C'est une véritable question
Et pour ma part, j'inclinerais à penser que non, ce n'est pas le cas. Que la qualité de la fin que nous poursuivons dépend de la qualité des moyens engagés. Cette réponse suscite toute une série de protestations en disant que cette réponse, elle est déconnectée de la réalité. C'est tout à fait possible et c'est même en quelque sorte la définition d'un principe moral. Celui qui n'a aucun principe considérera que la fin justifie tous les moyens et vous êtes sur la voie que Machiavel a tracée dans son œuvre Le Prince. Et la question mérite d'être posée. Est-ce qu'on ne doit avoir que l'objectif en tête et peu importe les moyens d'y parvenir, ou est-ce qu'on doit penser également au chemin qui mène à cet objectif, considérant même que peut-être ce chemin est plus important que l'objectif lui-même. Je vais le dire autrement. Est-ce que l'objectif que vous poursuivez n'est pas sali en quelque sorte si les moyens que vous employez sont absolument détestables? Par exemple, si vous cherchez à défendre quelqu'un qui est effectivement innocent lors d'un procès au tribunal, est-ce qu'il est juste de recourir à un faux témoignage, à un mensonge pour défendre la personne en question? Le risque que vous prendrez toujours en faisant cela, c'est que si le poteau rose est découvert, c'est-à-dire si on découvre qu'il s'agit d'un faux témoignage, l'innocent risque de paraître coupable. Vous risquez toujours, en défendant une cause juste par des moyens injustes, de ternir la cause que vous défendez. Il n'y a peut-être pas d'ailleurs de moyen plus sûr de ternir une cause juste que de la défendre avec tous les moyens à notre disposition. À ce titre, il y a une œuvre excellente. Au départ, c'est un comique et puis ça va donner un film sorti en 2006. C'est V pour Vendetta. Le personnage de V est un personnage troublant parce qu'il est animé par la soif de justice, mais il est prêt à employer tous les moyens possibles pour parvenir à ses fins. Et je ne sais pas s'il faut l'admirer ou si, au contraire, il faut être effrayé par cette figure. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pu mesurer la profondeur du problème soulevé par le sujet. Et on passe tout de suite au troisième sujet. Il s'agissait d'un texte de Diderot extrêmement intéressant, mais qui n'était pas simple, ne serait-ce parce que la thèse de l'auteur, je trouve, est éminemment contestable. Alors Diderot argumente, ses arguments sont tout à fait pertinents, et la question, le fil directeur, je crois, de ce texte, c'était quelque chose qui tournait autour de qui devons-nous croire? Lorsqu'il s'agissait d'une scène à laquelle nous n'avons pas assisté, qui devons-nous croire? Est-ce qu'on peut croire un témoin? Oui, répond Diderot, à condition que ce témoin dispose physiologiquement, en quelque sorte, des outils, des récepteurs qui fonctionnent, qui sont dans un état correct. Mais il faut également qu'il ait l'intention de nous dire la vérité, ce dont on ne pourra jamais s'assurer. C'est ce qui fait, d'après Diderot, qu'un seul témoin n'est pas suffisant pour savoir ce qui s'est passé. En revanche, les choses changent lorsqu'on a plusieurs témoignages, lorsqu'on a plusieurs personnes qui ont assisté à la scène. En effet, même si les individus sont très différents les uns des autres, ils ont des préjugés différents, ils ont des cultures différentes, ils ont des croyances différentes qui s'entrechoquent, la vérité, elle reste la même. Quels que soient les préjugés que je peux avoir, quelles que soient mes croyances, quelle que soit mon origine ethnique, quelle que soit mon éducation, la vérité reste la même. Elle est en quelque sorte universelle, alors que les individus sont toujours singuliers. Autrement dit, Diderot exhibe ici, présente ici un critère de vérité qui est l'unanimité. Et je vous ai dit en début de vidéo que cette réponse me paraissait contestable, car en effet, il pourrait très bien y avoir unanimité, mais parce qu'il y a manipulation à un haut niveau. Je trouve que donner ce texte aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure où il suffit de répéter l'information en boucle pour qu'elle ressemble à une vérité, c'était véritablement passer peut-être à côté du problème majeur de nos sociétés contemporaines, à savoir la question du conformisme. Diderot écrit « Il n'y a que la vérité qui puisse faire parler de la même manière tant d'hommes d'un caractère opposé ». À ce titre, je crois qu'on peut opposer à Diderot la très fameuse allégorie de la caverne de Platon, dans laquelle les individus sont attachés, enchaînés, regardent des images qu'ils prennent pour la réalité. Interrogeons ces individus qui ne voient que des ombres, c'est-à-dire qui n'ont que des opinions, une opinion partagée, une opinion commune. Ils ne sont pas dans le vrai. Et je crois que le critère énoncé par Diderot ne résiste pas, en fait, à cette objection. On peut tout à fait être dans l'illusion collective, et je crois que sur ce point, le texte de Diderot fait peut-être preuve de naïveté. Alors j'en conviens, je suis un peu méchant, je suis un peu critique, en même temps Socrate qui pique, mais ce texte, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure du partage de l'information à très grande échelle, me paraît peut-être un peu
naïf. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et je vous dis à très bientôt.